Monsieur, bonsoir. À la une de cette édition, Sansal libéré, Macron humilié. La libération de l'écrivain dans un ballet germano-algérien laisse le président français sur le carreau. Un point budget ensuite avec l'Assemblée nationale toujours en ébullition. Et enfin, nous reviendrons sur le colloque conservateur qui s'est tenu il y a quelques jours à Bratislava en Slovaquie. Boualem Sansal libéré et envoyé à Berlin. Un nouveau camouflet pour Emmanuel Macron qui prouve une nouvelle fois la vacuité de sa diplomatie. Un mot pour vous dire que je viens à l'instant de m'entretenir avec le président Steinmeier au téléphone pour lui exprimer ma profonde gratitude pour les bons offices de l'Allemagne et notre coopération fructueuse depuis plusieurs mois sur le dossier de la libération de notre compatriote Boualem Sansal. Nous avons travaillé en transparence avec nos amis allemands comme tiers de confiance et je remercie sincèrement le président Steinmeier de s'être rendu disponible. Notre souci a toujours été d'être efficace pour permettre la libération de M. Sansal un peu plus d'un an après son emprisonnement en Algérie. Et la médiation allemande y a contribué de manière décisive. De manière décisive et pas décisif. Ça valait bien la peine de se taper la prof de lettres. À Toulouse, Emmanuel Macron était tout en retenue pour annoncer la libération de l'écrivain de nationalité algérienne et française Boualem Sansal. Le chef de l'État n'est pas parvenu à cacher une certaine gêne alors qu'il a tenté d'alterner fermeté et soumission avec Alger sans jamais rien obtenir. Cette libération répond en revanche directement à la demande du président allemand Frank-Walter Steinmeier, formulée lundi 10 novembre. En quelques heures, Berlin a fait ce que Paris n'a pas su faire en un an. Seulement 7 heures après l'annonce, un avion militaire allemand a rapatrié Sansal d'Alger vers Berlin, où il a atterri vers 21h. Le chef d'État allemand a d'ailleurs invoqué ses liens personnels avec le président Tebboune, soigné en Allemagne en 2020-2021 pour le Covid-19. L'Algérie n'étant pas assez développée pour soigner un septuagénaire d'une grippe. Cet épisode met en lumière les limites de la diplomatie française sous Emmanuel Macron, contraint de s'appuyer sur un tiers de confiance extérieure pour résoudre une crise avec l'Algérie. L'ambassadeur français en Algérie, Stéphane Romater, appelé à Paris en avril 2025, a admis que cette affaire a cassé le dialogue entre les deux pays, rompant même les canaux de coopération sécuritaire contre le terrorisme. Perdante au niveau sécuritaire, perdante au niveau diplomatique, le président est une fois de plus humilié et nous emporte dans sa chute. Le député RN Julien Audoul a évoqué ce camouflet chez France Info. Mais pour le coup, c'est un camouflet puisque depuis le début de cette crise, le gouvernement français était incapable d'engager un rapport de force et de faire libérer un compatriote. Nous sommes la 7e puissance du monde. On s'est fait dicter notre conduite par la 67e puissance du monde. Mais en fait, ils ne comprennent que le rapport de force. On a toujours été dans le dialogue, on a toujours été dans la réponse graduée, on a toujours été dans les courbettes et dans la soumission. Voilà le résultat. Un échec sur toute la ligne et un président français qui a poursuivi la politique du paillasson de Paris vis-à-vis d'Alger. À gauche et au centre, c'est la politique menée durant quelques mois par Bruno Retailleau qui est pointé du doigt car jugée trop intransigeante avec Alger. Un bouc émissaire bien opportun alors qu'Emmanuel Macron aurait pu refuser sa nomination. Au niveau européen, la France est encore un peu plus déconsidérée tandis que l'Allemagne sort auréolée de ce micro-événement, tandis qu'un journaliste français, Christophe Glaise, est toujours incarcéré en Algérie. Son appel est prévu le 3 décembre et la libération de Boualem Sansal donne un motif d'espoir pour celui-ci. Cette affaire Sansal est un condensé du déclin français, de la perte de puissance au casse-tête des binationaux, en passant par un narratif historique contemporain réécrit par le FLN et les porteurs de valises. Empêtré dans un conflit larvé avec l'Algérie, incapable d'être craint par ses voisins et donc d'être respecté, Paris est relégué au second plan, obligé de se contenter d'une victoire obtenue par procuration. Les députés s'agitent pour le vote du budget, mais alors que la loi de financement de la sécurité sociale est passée sans vote, le gouvernement reste en place. Renaud de Bourleuf. Votant 505, exprimé 401, majorité 201, pour 255, contre 146, l'Assemblée nationale a adopté. Sébastien Lecornu et ses ministres se frottent les mains. Mercredi, l'Assemblée nationale a approuvé largement la suspension de la réforme des retraites. Le gouvernement Lecornu reste donc en place avec la collaboration des socialistes qui en avait fait une condition sine qua non pour ne pas voter la censure. Effectivement, nous sommes très fiers de ce qui vient de se passer à l'instant
dans les murs de ce Parlement. Cela faisait déjà longtemps que nous nous battions pour que cette réforme soit suspendue et même abrogée. Ce que chacun doit comprendre, c'est que c'est une victoire d'étape et que désormais, le totem qui était un totem absolu pour la Macronie a été ébranlé. En attendant, le gouvernement macroniste n'a pas été ébranlé et reste debout. Le PS, les écologistes et le RN ont voté pour cette suspension. Les députés Renaissance se sont abstenus. LFI et les communistes ont voté contre, dénonçant un simple décalage de l'application de la réforme du second quinquennat d'Emmanuel Macron. De manière plus large, l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale s'est achevé mercredi soir à minuit, alors qu'il restait 200 amendements à examiner. Mais cette interruption des débats est rendue possible par le recours du gouvernement à l'article 47.1 de la Constitution. Ce texte dispose que l'Assemblée nationale a 20 jours pour se prononcer en première lecture, délai à l'issue duquel le gouvernement saisit le Sénat. Sébastien Lecornu promettait de ne pas utiliser l'article 49.3. Il a tenu parole à sa manière. Car nous avons bien compris que vous allez activer le 47.1, qui est un 49.3 déguisé pour empêcher l'Assemblée nationale de voter. La piqûre a fait son appel lors du budget. Pas d'injection Covid, rassurez-vous. Mais le gouvernement a tenté de faire passer de nouvelles obligations vaccinales, en imposant notamment celles contre la grippe saisonnière aux résidents des EHPAD et à certains professionnels de santé. Il était aussi prévu de créer une obligation vaccinale contre la rougeole pour les soignants, les étudiants en santé et les professionnels de la petite enfance. L'amendement a été rejeté par les députés RN, UDR et une part importante de LFI. D'autres volets ont rencontré moins d'opposition. Une très large majorité a voté en faveur du maintien des exonérations de cotisations pour les apprentis. La taxe de 2,5% que le gouvernement comptait imposer sur les complémentaires santé en 2026 a été largement rejetée par la droite et par la gauche. Une hausse de la CSG sur les revenus du patrimoine a été adoptée par la gauche et le centre. Cette mesure relève le taux de 9,2 à 10,6%, portant le taux global des prélèvements sociaux sur le patrimoine de 17,2% à 18,6%, et le prélèvement forfaitaire unique à 31,4%. La création d'un réseau de maisons France Santé a été approuvée, malgré l'opposition de la gauche, mais aussi de certains élus, Lyotte et droite républicaine. L'idée est d'établir un réseau de soins de proximité assurant, à minima, une offre à environ 30 minutes autour de chez soi. Un projet critiqué car difficile à mettre en œuvre en raison du manque de moyens financiers et du manque de praticiens. Ce jeudi, les députés sont retournés dans l'hémicycle pour débattre du projet de loi de finances. Au programme, plus de 2100 amendements restent à examiner pour la seule première partie consacrée aux recettes. Un vote est prévu le 17 novembre sur cette partie. Ainsi, l'amendement prévoyant la suppression de l'abattement fiscal sur les pensions de retraite a été largement rejeté. Les députés se penchent aussi sur la taxe sur les petits colis qui suscite une polémique avec le succès de la boutique ouverte à Paris par le géant de la fast fashion Shein, malgré le scandale des poupées pédopornographiques. Au programme aussi, la hausse des droits de timbre pour obtenir un titre de séjour, un sujet qui fait bondir la gauche. Reste à savoir si certains sujets seront assez polémiques pour remettre en question le gouvernement. Rappelons que l'ensemble du texte doit être transmis au Sénat le 23 novembre à minuit, selon les délais constitutionnels. Pour sa 5e édition déjà, un colloque conservateur et européen avait lieu samedi et dimanche dernier à Bratislava. De nombreuses figures de la droite française et européenne s'y trouvaient. Un reportage sur place de Lucas Chancerelle avec Nicolas de Lamberterie et Yann Valery. La petite Slovaquie est-elle en train de trouver sa place sur la scène conservatrice européenne ? Il reste encore du chemin à parcourir, mais l'Institut conservateur Ladislav Hanus y apporte sa contribution puisqu'il organisait le week-end dernier la 5e édition de son Conservative Summit, ou sommet conservateur. Au total, des intervenants de 14 pays européens, élus, responsables associatifs, universitaires ou journalistes, s'y sont retrouvés pour une journée de franc débat, souvent marquée par des retours d'expériences nationaux ou des opinions parfois franchement divergentes, mais dans le cadre de débats très enrichissants. À la différence de ses voisins hongrois et polonais, la Slovaquie est traversée par des tendances politiques quelque peu différentes, étant donné que c'est souvent chez les sociaux-démocrates que l'on retrouve les orientations les plus souverainistes et patriotiques. À ce titre, la Slovaquie, plus petite et plus jeune nation d'Europe centrale, se rapproche davantage par sa culture politique de la Roumanie que de ses voisins centre-européens. Mais cela n'empêche pas un vrai dynamisme intellectuel slovaque, dans le contexte d'un certain renouveau du groupe dit de Visegrad, 10 ans après son émergence suite à la crise migratoire de 2015. Le Conservative Summit, c'est aujourd'hui la 5e année. Nous pensons que c'est important
de réunir les différentes perspectives conservateurs, pas seulement dans le contexte slovaque, mais dans le contexte à travers toute l'Europe, parce que ce sont des questions qui sont importantes pour tous les pays du continent. Mais il y a des problèmes qui sont en France aujourd'hui et qui vont venir chez la Slovaquie ou la Hongrie dans les prochaines 5 années et au contraire aussi. Alors ici, nous pouvons trouver des solutions, nous pourrons comparer les solutions lesquelles nous avons trouvées et lesquelles vous cherchez, par exemple. Mais il y a beaucoup d'initiatives aujourd'hui de réunions des conservateurs un peu partout en Europe. Ça montre à la fois une volonté des populations, des responsables politiques, des responsables d'associations, des responsables d'écoles, de prendre des initiatives en commun parce que nous avons conscience que nous avons des défis à relever. Nous avons une histoire commune, l'histoire de la civilisation européenne et chrétienne, et nous avons des défis immenses à relever, celui de la dénatalité, celui de la préservation de notre identité, celui aussi de la lutte contre le wokisme et toute l'entreprise de déconstruction de ce qui a fait justement la grandeur, la beauté, le rayonnement de la civilisation européenne. Voilà, donc c'est des sujets très importants qui nécessitent des réponses politiques, bien sûr, mais aussi des réponses de différentes formes qui ne passent pas toutes par l'action électorale. Alors je suis venu pour leur parler de la situation catastrophique des universités françaises, notamment au niveau de la liberté d'expression, pour les avertir sur le danger du wokisme dans les universités, de l'intolérance de l'extrême gauche, et les prévenir qu'ils doivent agir aujourd'hui et maintenant. On voit aussi qu'ils ont certaines problématiques qu'ils partagent avec la France périphérique, notamment le départ des jeunes, l'incapacité pour certains d'entre eux d'arriver à se construire un futur, l'exil des ingénieurs, des médecins. Ce sont des problématiques qui s'appliquent à la France comme aux pays d'Europe de l'Est. Je pense que c'est toujours utile, en tout cas pour nous, les patriotes, de se rencontrer, de discuter, d'échanger, de voir les combats dans les différents pays. C'est un des thèmes de ce sommet, c'est que chacun parle des problématiques propres à son pays, de comment il agit pour essayer de faire face. Il y a ici un certain nombre de leaders, comme on dit, de responsables qui exercent dans la vie politique, dans la vie associative, et qui convergent sur leur analyse de la situation, j'allais dire en fait philosophique, de l'Europe. Autrement dit, tous ici sont conscients du fait que nous sommes confrontés à des idéologies, pour faire court, je dirais, au wokisme, que cette idéologie déferle, alors plus particulièrement en Europe occidentale, mais en fait aussi en Europe centrale. Et donc c'est intéressant de les voir ou de les revoir, d'échanger avec eux, de partager notre analyse de la situation. C'est vraiment important parce que ces questions, ce combat, se joue au niveau national, mais donc aussi au niveau européen et même au-delà, au niveau international. Selon Yann Valery, qui était présent à l'événement et a couvert plusieurs colloques similaires dans différents pays d'Europe centrale et orientale, cet événement est révélateur d'un déplacement du centre de gravité intellectuelle sur le continent. Je pense que ce qui s'est passé à Bratislava, c'est pas un simple colloque, c'est un signe des temps. C'est la preuve qu'en Europe, il y a un centre de gravité intellectuelle, politique, spirituelle qui est en train de glisser doucement mais sûrement de l'Ouest vers l'Europe centrale. Avant, par le passé, l'Europe centrale, l'Europe de l'Est regardait avec appétit et avec envie l'Europe de l'Ouest. Et je pense que, notamment chez les Blancs d'Europe de l'Ouest, c'est l'inverse qui est en train de se produire parce que tous les mots qu'on connaît en Europe de l'Ouest et parce que la vision de l'Europe centrale, de l'Europe de Visegrad qu'on voit. Après, ça veut pas dire que tout est idyllique non plus en Europe centrale. On voit bien que ça se dépeuple, que les gens ne font pas d'enfants, ou très peu, qu'il y a quand même une grande pauvreté. Donc c'est pas non plus idyllique. Mais en tout cas, en termes de sécurité, en termes d'identité, en termes de religion, on sent bien que c'est largement plus acceptable, on va dire, qu'en Europe de l'Ouest. Et en fait, c'est à Bratislava, à Budapest, à Varsovie, à Prague, aujourd'hui, que s'opère désormais une respiration intellectuelle du continent, une Europe qui assume son héritage chrétien, sa souveraineté, sa cohérence culturelle. C'est pour ça que d'ailleurs, dans ce congrès de Bratislava, mais comme dans tant d'autres, parce que ça fleurit les congrès, les conférences, les manifestations, que ce soit en Slovaquie, en Hongrie, notamment le MCC qui fait un gros travail également, en Autriche, en République tchèque, en Pologne, les penseurs, les éditeurs, les journalistes, les responsables qui se réunissent dans ces forums, ils rappellent qu'il existe encore des nations qui ne subissent pas le monde, mais qui veulent penser leur destin à moyen et
et long terme. L'Ouest a produit des doctrines abstraites, désincarnées, déshumanisées. L'Est ou l'Europe centrale offre aujourd'hui une pensée incarnée, enracinée. Les peuples d'Europe centrale ont connu l'oppression, la guerre, le communisme, et ils savent mieux que quiconque que la civilisation ne tient pas sans courage, sans mémoire et sans foi. C'est pourquoi le discours conservateur ici n'est pas une nostalgie, c'est pas un folklore, c'est une résistance en fait au nihilisme global. Alors que Paris, Berlin ou Bruxelles se débattent dans leurs contradictions, l'Europe centrale devient un laboratoire d'idées, un refuge pour la liberté de penser, un lieu où l'on ose encore nommer le réel. Passons à présent à l'actualité en bref en France. La mémoire vive et l'hommage ridicule. Alors que la presse a fait grand bruit des 10 ans de l'attaque du Bataclan, les responsables politiques y sont allés de leur hommage un peu partout en France. On pouvait ainsi admirer Anne Hidalgo avec une petite bougie mercredi soir à Paris. Au sommet de l'indécence ou de la bêtise, selon chacun, on retrouvera l'ancien ministre des Sports Oudéa Castéra, celle qui n'assumait pas de mettre ses enfants dans le privé. Celle-ci s'est recyclée comme présidente du Comité national olympique et sportif et a fait la promotion d'une course comme sorte de catharsis face à l'islamisme. Pour moi d'être aux côtés de l'association des victimes françaises du terrorisme et de toutes ces personnes ici qui sont là au départ de cette course, à la fois pour se souvenir, pour honorer la mémoire des victimes, et en même temps pour être là avec les survivants, pour être avec tous ceux qui sont encore là ici et essayer tout d'être plus fort que ça, plus fort que la peur, plus fort que le danger, plus fort que l'angoisse que tout ça a pu générer, d'évacuer la partie négative du souvenir et d'essayer d'être là, de faire corps tous ensemble. Nouvelle sonnette d'alarme sur l'euthanasie. Début novembre, le Conseil national de l'Ordre des médecins a réuni des professionnels de santé, mais aussi des responsables politiques, bénévoles et philosophes pour des débats éthiques. Ils ont mis en avant le manque de clarté de la proposition de loi adoptée en mai par l'Assemblée nationale et la difficulté pour les médecins de l'appliquer. Ils ont aussi discuté de l'exemple belge et des nombreux médecins qui ont revu leur copie après plusieurs années de légalisation et des cas de personnes euthanasiées parfois très jeunes pour dépression. Un sujet délicat qui laisse pourtant peu de place aux débats contradictoires en France. En effet, ce jeudi, l'ancien député Jean-Frédéric Poisson devait se rendre à l'université de Toulouse pour un débat sur l'euthanasie, une confrontation organisée par une association impartisane. Mais le débat a été annulé, la personne pro-euthanasie s'étant désistée sans proposer de remplaçant. D'autre part, l'université de Toulouse n'a pas permis à Jean-Frédéric Poisson une conférence au motif qu'il n'y avait pas de salle disponible. La Nouvelle-France, sa musique et ses festivités. Mardi soir, des policiers parisiens ont été visés par des tirs de mortier d'artifice lors d'un tournage sauvage de clip dans le 12e arrondissement. Intervenant pour disperser une foule hostile, les agents ont riposté avec une grenade MP7, lacrymogène et fumigène. Aucun blessé ni dégât n'a été signalé, mais 11 suspects, au profil qui n'étonnera pas, ont été interpellés, dont 6 mineurs. Tous ont été placés en garde à vue et l'enquête est confiée à la police judiciaire de Paris. 3 jours plus tôt, c'est à Rieux-la-Pape, près de Lyon, qu'un incident similaire avait eu cours lors d'un autre tournage non déclaré qui avait embrasé un immeuble de 5 étages, contraignant à évacuer 40 habitants, tandis que les policiers, mais surtout les pompiers, ont été pris pour cible. L'EPR de Flamanville bientôt à l'arrêt. Le dernier réacteur nucléaire français a atteint 80% de puissance mercredi après reconnexion au réseau mi-octobre. EDF vise 100% avant la fin de l'automne. La première visite complète, dite VC1, est fixée au 26 septembre 2026 pour 350 jours d'arrêt. Obligatoire dans les 30 mois suivant le chargement du combustible, cette opération inclut des vérifications poussées, le remplacement du couvercle de cuve exigé par la SNR depuis 2017 et le renouvellement du combustible, mobilisant 2500 personnes et 200 partenaires. Cet arrêt s'explique donc par des raisons de sécurité et de modernisation. L'actualité internationale en bref. Nouvelle précision sur l'anéantissement des frontières par la Commission européenne. Mardi, Bruxelles a précisé les contours du pacte sur la migration et l'asile, qui doit être appliqué d'ici à mi-juin 2026 et qui va répartir les clandestins entre différents pays. Le commissaire Magnus Brunner a dévoilé ce qui est appelé le degré de pression migratoire de chaque pays et ce que cela entraînera. Ainsi, 6 pays, la Bulgarie, la République tchèque, l'Estonie, la Croatie, l'Autriche et la Pologne, pourront être exemptés de leur devoir de solidarité. D'autre part, 4 pays
sont considérés comme étant en première ligne. La Chypre, l'Espagne, la Grèce et l'Italie y recevront de l'aide pour répartir les clandestins dans les autres pays. Quant à la France, elle est dans une troisième catégorie, celle des pays à risque migratoire, à l'instar de l'Allemagne, la Belgique ou la Finlande par exemple. De quoi bénéficier d'un soutien, mais pas question pour Bruxelles de laisser échapper à la dite solidarité. Les opérations de la CIA en Afghanistan sans grande efficacité. Selon une enquête publiée mercredi par le journal américain Washington Post, les services de renseignement états-uniens auraient mené un programme ultra secret visant à saboter la culture du pavot à opium en Afghanistan. Entre 2004 et 2015, des graines de pavot génétiquement modifiées ont été semées dans les champs afghans. Elles avaient été sélectionnées pour produire une plante contenant moins d'alcaloïdes, ces substances chimiques utilisées pour fabriquer l'héroïne. Aujourd'hui, les acteurs de cette opération seraient en désaccord sur son efficacité. Notons qu'en 2021, l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime avançait que le commerce de l'opium représentait entre 9 et 14% du PIB de l'Afghanistan. Le gouvernement américain retrouve un budget. Mercredi à Washington, le Congrès a voté une loi mettant fin au blocage budgétaire, communément appelé shutdown. Après 43 jours de paralysie budgétaire, c'était le shutdown le plus long de l'histoire américaine. Au cours de ces 6 semaines, de nombreux fonctionnaires étaient mis au chômage technique et certains services fédéraux étaient suspendus. Une situation provoquée par le refus de l'opposition démocrate de valider le budget. Mais 6 parlementaires démocrates ont fini par faire pencher la balance, mettant ainsi fin au shutdown. L'affaire Epstein rattrape encore Donald Trump. Des emails attribués aux criminels sexuels, révélés mercredi par des parlementaires démocrates, affirment que le président savait à propos des filles, lesquelles étaient souvent mineures. Dans un courrier électronique de 2019, Epstein écrit que Trump a passé plusieurs heures avec une victime chez lui. Contredisant les démentis de Trump, qui nie toute connaissance des crimes, ces documents obtenus via les légataires d'Epstein soulèvent 2 graves questions, selon les élus de l'opposition, tandis que des Trumpistes accusent une manipulation démocrate. La Maison-Blanche dénonce une divulgation sélective pour salir Trump, rappelant son expulsion d'Epstein de Mar-a-Lago. Ce scandale ravive les théories de toutes sortes après la mort suspecte d'Epstein en 2019. Vous pouvez dès maintenant retrouver Immédiat. Demain, dès 7h, vous pourrez découvrir un zoom sur la ruralité. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. À vendredi.